Voilà, je ne veux pas empiéter davantage sur le temps de présentation de Jérôme Porteret, gestionnaire de tourbières de longue date au Conservatoire d'espaces naturels de Savoie, et qui va nous présenter, lui, son expérience, qui est finalement un peu la même que Thibaut, sauf que ce n'est pas sur un réseau de sites, mais sur une grosse tourbière, qui est le Marais de Chautagne. Et voilà, je te laisse prendre la main, Jérôme. Eh ben, bonjour à tous. Juste pour réagir à la présentation précédente, comme il a été dit, on part de peu de connaissances, peu de données, et même si on est sur les premières approximations, c'est toujours utile et ça donne un peu du concret à des choses qu'on lit dans la littérature, souvent à l'étranger aussi, donc c'est intéressant. Il ne faut pas hésiter à le faire. Donc, je vais vous illustrer la façon dont en Savoie, dans le cadre d'un projet de restauration, on a pris en compte cette question du carbone. Alors, je gère tous mes écrans. Et normalement, c'est tout bon. C'est bon pour vous? Alors, on est en Savoie dans le cadre d'un projet de restauration d'une parcelle en tourbière. On est au nord du lac du Bourget, entre le Rhône et le lac du Bourget, et on est sur la tourbière de Chautagne. Alors, la tourbière de Chautagne, c'est bien délimité en tant que zone humide, 2100 hectares de zone humide, mais on considère que sur ces 2100 hectares de zone humide, c'est 1700 hectares de tourbe. Alors, ce que je vais vous présenter ici, c'est la manière dont le carbone a été un fil conducteur de ce projet de restauration. On a restauré uniquement 60 hectares dans cette tourbière de 1700 hectares, mais il restera des choses à faire. Et le carbone, c'est d'abord le stock de tourbe. On l'a envisagé à la fois comme un élément de diagnostic et de définition des enjeux du site. On l'a utilisé, et ça a été aussi un élément fort pour l'appropriation locale, un enjeu politique pour passer à l'action. Ça a été un objectif et ça a permis de réfléchir au design du projet de restauration en lui-même. Et enfin, c'est aujourd'hui un résultat et une contribution de ce projet à des choses plus globales. On va voir ces 4 points. Je pourrais en parler très longtemps, je vais essayer de pas trop déborder. Alors la tourbière de Chautagne, je vous la remets en carte. Toute la zone que vous allez voir ici en marron est donc la poche de tourbe. On a, donc je l'ai déjà dit, 2100 hectares. On a jusqu'à 10 mètres de tourbe. C'est un secteur qui a été bien connu. Il y a eu beaucoup de travaux scientifiques, des travaux en écologie, en paléo-environnement. Donc on avait avant notre projet beaucoup de données de sondage de profondeur déjà. On peut estimer, compte tenu de la surface et des connaissances de la stratigraphie, qu'on a un volume de 127 millions de mètres cubes de tourbe. Et même si ça vous apparaît en tout petit, les carottages montrent qu'on a, et les datations, on a deux datations sur ce site qui nous donnent un début de l'accumulation il y a 10 000 ans environ. Alors, comment on parlait du stock de tourbe et comment on passe d'un volume de tourbe à une quantité de carbone. Alors, au conservatoire, on s'est un peu penché dans la littérature. J'espère qu'on n'a pas été trop simpliste, mais on a procédé de la manière suivante. On a regardé toutes les analyses sur la teneur en matière organique de cette tourbe. On a essayé d'en définir une valeur moyenne, et c'est toujours ça l'enjeu et la difficulté. Et on a estimé une quantité de carbone avec un taux de matière organique de l'ordre de 70%. Alors, c'est tout petit, mais ici, vous avez la variation de la teneur en matière organique sur la carotte de tourbe qui apparaît.
on a un stock de 13 millions de tonnes de carbone dans la tourbière de Chautagne. Alors, cette tourbière, si on parle de restauration, c'est une tourbière qui, au cours de son histoire, a subi d'importantes dégradations. Donc, jusqu'au XXe siècle, on avait un site qui, semble-t-il, fonctionnait bien sans trop de perturbations anthropiques. Sur cette carte, vous pouvez voir à la fois le marais dans lequel on n'a aucun réseau hydrographique visible sur les cartes anciennes et le Rhône avec un cours en tresse. Et au XXe, on a des perturbations avec un certain nombre d'aménagements, la création d'une vaste peuplerette, une forêt domaniale avec drainage, et les aménagements hydroélectriques du Haut-Rhône, qui arrivent aujourd'hui à avoir un Rhône endigué, qui déborde moins, et un réseau de drainage de plusieurs centaines de kilomètres pour les canaux principaux et plusieurs milliers de kilomètres si on rajoute tous les petits fossés qui ont été faits entre les rangs de peupliers. Alors, ça a eu des impacts sur notre tourbière qu'on peut illustrer ici. Si on reconstitue la tourbière à la fin du 19e siècle, avant le réseau de drainage, on avait probablement, parce qu'on n'avait pas de mesure, une nappe qui était affleurante. Et le drainage se retrouve en deux phases, la phase création de la peupleraie et puis drainage agricole plutôt à la fin du XXe siècle. L'illustration des fossés sur la base de la topographie actuelle. Donc l'abaissement de la nappe, la minéralisation du sol tourbeux qui a entraîné un tassement du sol. On considère aujourd'hui que, d'après les études qui ont été faites dans les années 2000, qu'on a perdu jusqu'à 1 mètre à 1,50 m d'altitude en Chautagne lié au tassement du sol par la minéralisation de la tourbe. Si on essaye d'évaluer l'impact de cet assèchement que on a estimé, nous, sur 1/3 de la surface du marais, puisque, comme vous le voyez ici, je le montre avec la souris, il y a des secteurs du marais qui n'ont pas été drainés. On peut estimer que c'est 1,7 million de mètres cubes de tourbe qui ont disparu en surface. Et si on transforme tout ça en émissions de CO2, équivalent CO2, je vous mets les formules qu'on a utilisées. On est à minima, alors là aussi on est sur de l'estimation, 2,5 millions de tonnes qui ont été volatilisées au cours de ce XXe siècle. Alors, non seulement la tourbière accumulait plus de carbone, mais il a été réémis et toutes choses étant égales par ailleurs et en continuant sur les mêmes modalités de gestion sans restauration, on continuerait à émettre du CO2. Donc voilà la manière dont on a utilisé et défini les enjeux à l'échelle de l'ensemble de la tourbière de Chautagne. Mais nous, notre projet de restauration, il est plus modeste, c'est 60 hectares. Et simplement pour illustrer comment ça se traduit à l'échelle de notre parcelle, on a, dans le cadre du projet, fait un vaste état des lieux avec sur les 60 hectares à la fois de l'acquisition de données topographiques, c'est le profil que vous voyez avec l'ensemble du réseau de fossés, des données sur le sol avec des fosses pédologiques, 22 fosses pédologiques. On a fait analyser 225 échantillons de tourbe pour avoir un certain nombre de paramètres, le taux de matière organique en surface, le taux d'humidité, la porosité, la densité apparente, et tout ça pour constater in situ que la couche de surface aujourd'hui, elle est quasiment, alors pas dépourvue de matière organique, mais on a des taux de matière organique qui sont de l'ordre de 30%. On est plutôt sur une couche argileuse qui devient une sorte de croûte, qui était devenue une sorte de croûte imperméable au-dessus de la tourbe. Donc voilà comment cette dégradation de la tourbe et ces émissions de carbone sont devenus un enjeu fort du projet de restauration. Donc tout ça, on l'a communiqué, on l'a évoqué avec les élus et on
on peut évoquer le deuxième point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le carbone, c'est un levier d'action au niveau local vis-à-vis des partenaires. Alors, bien évidemment, vis-à-vis des partenaires financiers qui sont prêts à soutenir ces opérations et aussi des élus. Simplement, dans l'histoire et de l'émergence de ce projet, la parcelle qu'on a restaurée était exploitée en maïs. Il y a eu 20 ans d'exploitation en maïs et les premiers travaux scientifiques pointaient plutôt des enjeux de restauration liés à l'écologie, à l'hydrologie ou aux risques naturels, puisqu'avec l'endiguement du Rhône, les problématiques de crue étaient mises en avant. Lorsque la commune, puisqu'on est sur des terrains communaux, décide de mettre fin au bail agricole avec l'exploitant, il y a un contentieux qui s'ensuit avec l'exploitant et un jugement du tribunal des baux ruraux qui fait apparaître l'intérêt général de restauration de ces milieux. Et c'est là qu'émerge l'argument du carbone et l'argument de la biodiversité. Ça nous donnera lieu à une convention pour la restauration de la parcelle, mais plus globalement du marais, simplement pour dire que à la fois le carbone a émergé, mais que ce processus et ces processus de restauration, c'est des éléments qui prennent du temps, plusieurs dizaines d'années pour arriver à émerger. Aujourd'hui, la problématique du carbone, c'est un levier d'action pour les élus parce que ça justifie le motif d'intérêt général et ça répond localement aussi aux enjeux des plans climat, air, énergie territoriaux, pardon. Et pour vous illustrer ça, j'ai une petite vidéo qui a été faite dans le cadre de l'inauguration du projet, où vous allez pouvoir entendre le discours mis en avant par l'élu de Chindrieux, Madame le maire, pour parler du projet. Excuse-moi, Jérôme, je crois qu'on n'a pas le son ici de la vidéo. Alors c'est bien Tu embêtant. partages le son aussi. Ouais. Alors je En fait, vais... il faut départager l'écran et au moment de repartager l'écran, il y a une petite chose à cocher pour partager le son en même temps. Alors, il faut que je rechange d'écran. Je vais y arriver. J'avais pas prévu cet aspect. Je voudrais pas qu'on déborde trop. Si vous avez, vous aurez la présentation. Madame le maire dit simplement aujourd'hui reprend l'argumentaire sur l'intérêt des zones humides dans le stockage de carbone. Désolé pour ce petit bug technique. Pas de problème. Donc aujourd'hui, quelque chose qui est complètement approprié en termes de levier d'action. Alors, le carbone dans le projet de restauration, c'est devenu aussi une ambition, puisqu'en fait, l'objectif du projet, et il a été affiché et partagé dans le cadre comme stopper la dégradation de la tourbe. On a communiqué, on a aussi fait un certain nombre d'informations individuelles et où, comme on le voit ici, on avait un état antérieur dans lequel on avait du drainage, dans lequel on avait une nappe qui était rabattue par les fossés drainants et cette croûte argileuse qui s'était formée en surface. Et le projet visait donc à supprimer l'effet du drainage et rehausser le niveau de la nappe pour stopper la minéralisation de la tourbe, diversifier les milieux et la biodiversité, et aussi concilier cette restauration avec la valorisation socio-économique. C'est le thème plutôt de l'après-midi, mais ça a été un enjeu très très important du projet, c'est-à-dire qu'on était sur une parcelle agricole de 60 hectares exploitée en maïs et on restaure un milieu qui sera exploité par l'agriculture, mais qui, avec des pratiques qui seront adaptées pour ne plus dégrader le sol. Voilà. Donc, c'était un enjeu fort. Comment on... Et donc l'état final, on parle
plutôt ici nous de prairies humides tourbeuses, dans lequel on a géré, on n'a plus de fossé, où on a géré 2 niveaux de sol. Alors, simplement, on souhaitait diversifier, et on a souhaité diversifier les conditions pédologiques, c'est-à-dire que cette couche argileuse en surface, elle avait un impact très fort sur l'infiltration de l'eau et sur la nappe. Donc, on aurait pu la décaper en partie, ou la décaper totalement. Quoi qu'il en soit, il y avait un objectif d'équilibre volume déblai en blé, donc tout devait se passer dans la parcelle pour boucher les fossés. On a retenu une solution où on a créé 2 plateformes. Une plateforme que vous voyez en vert, où lequel on restait sur l'altitude initiale et où on comblait les fossés. C'est une plateforme sans décapage, et une plateforme plutôt en jaune, orangé, dans lequel on décapait le sol et on décapait quasiment l'épaisseur de la couche argileuse. Ces matériaux ont servi à boucher les fossés de l'ensemble de la parcelle. Tout ça en faisant des zones de transition entre les deux pour ne pas faire des marches d'escalier entre les 2 plateformes, et en créant des milieux aquatiques. Donc ça représentait 48 000 m3 de terrassement. Donc il y avait bien une logique aussi de prise en compte du sol et de la tourbe dans le design du projet. Alors aujourd'hui, en termes de résultats, le premier bilan, donc nous on a travaillé surtout pour faire nos bilans avec la question de la nappe. Ça, vous avez ici une illustration de 2016, 2017, 2018 et 2019 des niveaux de nappe, où on voit que la nappe n'atteint jamais la surface. En gros, vous avez le niveau moyen et le niveau moyen et la zone de variation de la nappe. Il se passe quelque chose à partir de fin 2019. En fait, la restauration a commencé en septembre, octobre 2019, donc il y a une réponse assez rapide. Puisque là, je vous illustre les données 2020 et 2021, on voit que c'est principalement sur les niveaux hivernaux que l'impact est fort, avec une nappe qui est affleurante en hiver et qui s'abaisse l'été à faveur de l'évapotranspiration. Si on traduit ces données avec des distributions de l'ensemble des valeurs annuelles, on avait un niveau médian qui était vers 45 cm de profondeur. Il est remonté très près de la surface, aux alentours de 10 cm de profondeur. Donc en termes de hauteur de nappe, c'est 35 cm de gagné. Alors quel impact ça a aujourd'hui et comment on le traduit en carbone? On a été chercher un peu ces relations niveau de nappe, émission. Alors il y a plein de propositions dans la littérature. Si on fait le petit exercice, on était de l'ordre de plus de 30 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Oh, pardon, ça défile tout seul. Avant les travaux, on est passé à près de environ 4 tonnes de CO2 équivalent par hectare et par an. Donc, on passe d'émissions qui étaient de l'ordre de 1500 tonnes à l'échelle de la parcelle à 200 tonnes à l'échelle de la parcelle. C'est 80% de réduction des émissions. Et si, je sais qu'on ne veut pas monétiser, mais en termes de droit à polluer, c'est-à-dire au prix du carbone sur les marchés aujourd'hui, c'est 67 500 € par an qu'on économise en termes d'émissions. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui valide l'intérêt de la restauration et qui parle beaucoup aux élus pour continuer à restaurer cette tourbière. Voilà. Et pour finir, simplement, j'affiche les partenaires et l'ensemble des gens qui sont intervenus sur ce projet voilà, pour les remercier. Merci Jérôme pour cette présentation très claire et super intéressante. On n'a pas de questions pour l'instant. Est-ce que
Quelqu'un souhaite en poser une ou deux? Et en plus, tu as rattrapé le temps, presque, Jérôme. Merci. Très fort. Bon, j'ai une remarque, on va dire, sur ta conclusion sur l'aspect financier. Il y a des questions qui arrivent. Oui, bon, la monétarisation de ces questions de la nature, ça fait débat, mais quand on voit là, le projet et l'impact bénéfique qu'il a sur le climat et sur la biodiversité, du coup, l'exploitant qui a son champ de maïs, je ne trouve pas ça complètement déconnant qu'à un moment, si on donne une autre trajectoire à cette parcelle, eh bien, que l'exploitant puisse être rémunéré finalement via d'autres mécanismes que sa production de maïs, et qui serait là des crédits carbone. Mais j'y reviendrai un peu plus tard, puisque je parlerai du label bas carbone dans ma présentation qui va suivre. Je vais laisser la place aux questions aux autres questions. Alors, il y a une question de Jean-Noël Reich. Je m'excuse si j'écorche le nom. Le coût de l'opération? Alors, le coût de l'opération, simplement de restauration, on est de l'ordre du million d'euros. On a une grosse phase d'étude, une grosse phase de diagnostic. Je vous parler de la topographie. On a fait du lidar, de la pédo, on a fait beaucoup d'analyses. Là-dessus est venu aussi se greffer un projet de recherche, puisqu'il y a le projet Dynamo qui a travaillé sur les transferts de polluants entre l'eau, le sol et la végétation. On va dire que si on un peu de communication aussi, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, on dépasse le 1,5 million globalement, mais parce qu'on a fait l'effort de tout documenter et d'essayer de voir si ce qui se passait en Chautagne, ça correspondait vraiment avec tout ce qu'on pouvait avoir dans la littérature pour en faire un exemple très concret. Voilà. Autre question? Oui, ouais, on peut poser la question. Alors, j'ai une autre question de Bastien Van Igeland. Je m'excuse encore pour la prononciation. Donc, il remercie pour la présentation. Pourrait-on envisager que le site séquestre du carbone tout en restant agricole, si c'est possible? Alors aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup, on essaye de travailler avec le monde agricole. Alors, il y a deux choses. On a toujours des exploitants agricoles qui viennent sur le site et qui travaillent sur le site. Et on est plutôt dans des pratiques de fauche pour de la valorisation fourragère. On est dans une région de production de fromage. On a de la tension sur le fourrage, donc ils y trouvent un intérêt. Après, vis-à-vis de la représentation agricole et des syndicats agricoles, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Mais on travaille sur tout ce qui est valorisation fourragère, on a des résultats qui sont très très intéressants. Je pense que ça répond également à la question de Geneviève Magnon qui demandait quel était le type d'agriculture post-travaux. On avait organisé un colloque où on avait invité, notamment pour leur expérience, des collègues plutôt d'Europe de l'Est et du Nord, des Allemands, des Polonais, etc., pour avoir un peu de retour d'expérience sur la paludiculture, puisque y a beaucoup plus d'expérience que chez nous en France. Pour l'instant, on n'a pas développé de ce type d'expérimentation, parce qu'on a cherché à expérimenter. Il n'empêche que la valorisation fourragère de ce foin de prairies tourbeuses fait partie des modes de valorisation possibles et qui doivent être revalorisés à mon avis.
Eh ben, merci Jérôme. On va passer à la suite.